Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Il y a la forme? Oui, ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous amène d'abord en Suisse, où s'est ouvert depuis 2 jours maintenant, le Forum économique mondial de Davos. C'était un rendez-vous qui n'avait pas pu avoir lieu en 2021 pour cause de pandémie liée à la Covid-19. Et même l'édition de 2022 avait failli être annulée pour ces mêmes raisons, puisqu'on avait vu une résurgence de la pandémie en Chine. Et donc, le fondateur de cet événement avait donc dû batailler ferme pour maintenir l'édition de cette année. Il a donc décidé de la reporter donc du 22 au 26 mai. Et donc, ce qui s'est passé. Cette édition s'ouvre particulièrement sur fond de guerre en Ukraine aussi et de crise économique mondiale liée notamment à la pandémie et accentuée par cette crise ukrainienne-là. Et cette édition s'est un peu ouverte sur la même droite ligne de la plupart des événements qui sont ouverts en Occident aujourd'hui, c'est-à-dire on boycotte la Russie, Davos a retiré ses accréditations aux délégations russes, on fait la part belle à l'Ukraine, et ça c'est un peu dommage parce que le forum économique, qui est souvent un lieu d'échange entre si tu veux, d'un côté les hommes politiques et de l'autre côté les chefs d'entreprise. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange ou un lieu de réseautage, en réalité. Derrière, si tu veux, toutes les images que l'on peut voir à la télé, mais le principe, derrière les séminaires, derrière les conférences, c'est surtout un lieu de rencontre entre les hommes politiques et les chefs d'entreprise. Et puis, c'est un lieu aussi de discussion sur des questions d'intérêt planétaire. Des questions, par exemple, sur le climat ces dernières années, ça avait été le cas. Des questions sur les inégalités sociales, parce qu'il y a depuis toujours, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, on estime que les droits des travailleurs sont de plus en plus discriminés et les États font la part belle de plus en plus au capital, donc aux transactions financières plutôt qu'à l'économie réelle, c'est-à-dire à l'industrie, aux services. On fait beaucoup plus la part aux obligations, aux actions, aux actifs financiers, etc. Donc, on est vraiment dans le capitalisme, l'ultra-capitalisme, et ça, ce n'est pas sans conséquence parce que l'ultra-capitalisme, qui a été accentué par la mondialisation, parce que les détenteurs du capital se sont dit, bon, on ne va plus faire des efforts pour véritablement développer, si tu veux, notre zone d'origine. Maintenant, on fait de la rentabilité à outrance. Donc, on va regarder à travers le monde, là où on peut avoir les intrants les moins chers, là où on peut avoir la main-d'œuvre la moins chère, là où on peut avoir, si tu veux, les politiques sociales les plus avantageuses, donc avec les salaires les plus bas, avec une absence de protection sociale. Donc, tout ça a contribué à affaiblir, si tu veux, les pouvoirs des salariés à travers le monde entier, en faisant jouer, si tu veux, ces espèces de concurrence entre les travailleurs. Et d'un autre côté, il y a aussi l'optimisation fiscale par ces grandes entreprises-là, ce qu'on appelle, aidé en cela par le dumping fiscal aussi, où des pays accordent des avantages fiscaux pour attirer justement des investisseurs. Donc tout ça, ce sont en réalité les conséquences de la mondialisation, et cela avait toujours fait l'objet d'une forte opposition de la part des organisations de travailleurs, qu'elles soient syndicales ou des organisations non gouvernementales. C'est la raison pour laquelle à Davos, à chaque fois qu'il y avait cette rencontre, on voyait d'un côté les hommes les plus puissants du monde, que ce soit des chefs d'État, des chefs de grandes puissances de pays riches, et de l'autre côté, on avait aussi des grands chefs d'entreprise, et en face, dans les manifestations, on avait des gens qui venaient pour défendre évidemment les droits de l'homme, qui venaient défendre les acquis sociaux des travailleurs, etc. Donc, c'était toujours, d'un côté, on avait les strass et les paillettes, avec ces conférences animées par les chefs d'État et les chefs de grands groupes, et puis le côté, si tu veux, arrière-cour, avec des manifestations parfois très violentes, parce qu'on déployait d'importants dispositifs sécuritaires
sécuritaire pour évidemment ne pas gêner les grands de ce monde qui échangeaient entre eux. Et donc le numéro de l'édition du Forum économique mondial de Davos de cette année est différent, comme je l'ai dit, s'organise sur fond de crise ukrainienne. Et ça pose aussi un autre problème. Parce que, comme je l'ai dit, on assiste de plus en plus à une forme de politisation des événements non politiques en Europe. Le Forum économique mondial, ce n'est pas un forum politique. C'est d'abord un forum économique dans lequel les hommes politiques viennent donner leur vision du monde économique de demain. Parce que ce sont les hommes politiques qui gèrent les États. Et donc, ce sont eux qui définissent les politiques économiques. Donc, et les chefs d'entreprise qui sont des acteurs économiques viennent eux aussi, si tu veux, donc échanger avec ceux qui sont les décideurs, ceux qui donnent la vision économique parfois à l'échelle mondiale. Et donc, malheureusement, dans ce genre de rencontres, qui ne sont pas des rencontres politiques, eh ben, la politique a pris un grand pas, puisque à l'ouverture de ce forum, on a eu une fois de plus un discours de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. On n'a pas... Il fait les discours partout, il fait les discours à Cannes, il fait les discours... Exactement, à l'ouverture du festival de Cannes, il était là, il était présent, il a fait un discours pour montrer un parallèle entre le cinéma et la guerre. Je ne vois pas véritablement de quoi il s'agit. Cannes on lui a déroulé le tapis rouge depuis Kiev. Il a pu donc parler, si tu veux, aux participants de ce festival de Cannes. Cannes qui est un festival artistique dans lequel, en réalité, même si les questions politiques sont abordées, elles sont abordées sur le fond des films qui sont choisis. Parce qu'on a des films, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, c'est des films engagés. Bon, est-ce que cette saison, on avait un film engagé sur la situation en Ukraine? Je ne pense pas. Alors, quel aurait été véritablement l'intérêt, dans le fond, de donner la parole à Volodymyr Zelensky? On aurait tout au plus aussi dû permettre à Vladimir Poutine de pouvoir s'exprimer sur cette question, comme à Davos. On a refusé à la délégation russe de venir échanger, alors que les Russes ont aussi des choses à dire sur le modèle économique mondial, surtout sur les si tu veux, les dérapages de la mondialisation actuelle et justement l'espèce d'isolationnisme forcé dans lequel on veut enfermer les Russes, en est la preuve. Et puis, on a eu aussi le dernier sommet du G7. Bon, ça c'est vrai, c'est un sommet politique, mais en général, le G7, c'est les 7 pays les plus industrialisés. On a été allé au G8 avec le G7 plus 1, donc le G7 plus la Russie. Maintenant, depuis les événements, la révolution du Maïdan en 2014, la Russie avait été exclue du G7. Puis cette année, on a vu l'apparition de l'Ukraine. L'Ukraine est déjà un pays du G7. Voilà, l'Ukraine a pris la parole dans le G7. L'Ukraine a participé au dernier sommet de l'OTAN. C'est normal parce que l'OTAN soutient l'Ukraine, même si la Russie n'est pas en guerre contre l'OTAN, ni contre les États-Unis, ni contre aucun pays membre de l'OTAN. Mais c'est l'OTAN, évidemment, qui fait la guerre, ce qu'on appelle la guerre par procuration. C'est un nouveau concept, comme l'isolationnisme forcé. Et ce sont deux nouveaux concepts qui sont nés de cette crise ukrainienne-là. Alors, l'Ukraine a participé à ce sommet de l'OTAN également. On a vu l'Ukraine, comme par hasard, cette année remporter le concours de l'Eurovision, un concours pour lequel il y a de forts soupçons de triche. J'en avais parlé ici, avec les points de la Roumanie qui ont, comme par hasard, la Roumanie qui voulait attribuer ses points à la Moldavie, et ces points-là se sont comme par hasard retrouvés du côté de l'Ukraine. Même l'Azerbaïdjan a fait savoir qu'elle ne comprend pas comment les calculs ont pu se faire. Mais bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est qu'on assiste de la part des Occidentaux à vouloir forcément ou obligatoirement amener toutes les discussions ou toute forme d'événements
même à caractère non politique, à caractère social, à caractère sportif, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Par exemple, la prochaine édition du tournoi de Grand Chelem de Wimbledon qui aura lieu à Londres, on a déjà décidé d'interdire les sportifs russes d'y participer, alors que la plupart de ces sportifs russes-là, les gens ne le savent peut-être pas, ils ne vivent même pas en Russie, parce que la plupart des grands champions russes vivent principalement à Monaco et à Londres. Alors, donc, on ne comprend pas pourquoi ces sportifs-là, qui n'ont jamais été des soutiens officiels à la politique de Vladimir Poutine, puissent être, eux, sanctionnés du simple fait d'être de nationalité russe. Donc ça encore, pour des pays qui se targuent d'être des États de droit, c'est quand même quelque chose de particulièrement grave. En France, pour cette édition de Roland-Garros qui a commencé, on a permis aux athlètes russes de participer, mais sous condition d'être sous bannière neutre. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas, en cas de victoire, on ne peut pas attribuer cette victoire-là à la Russie. Bon, ça encore, ça pourrait passer parce que ce sont des sports individuels et je ne pense pas que c'est l'État. Ils ne viennent pas, ce n'est pas une compétition dans laquelle les athlètes jouent au nom des États. Ils viennent d'abord pour des raisons... en fait, ils viennent jouer individuellement et les résultats, ces efforts-là, leur seront attribués individuellement. Donc, ça encore, ce n'est pas trop grave. Et on a pu le voir lors des derniers Jeux olympiques d'hiver, dans lesquels la Russie déjà avait été sanctionnée du fait du scandale sur le dopage des athlètes lié aux Jeux olympiques de Sochi, dans lesquels on avait accusé la Russie d'avoir commis des dopages à grande échelle. Et donc, les athlètes russes n'avaient pas pour autant été exclus, notamment ceux qui n'avaient pas été reconnus comme étant avoir été dopés. Donc, ces athlètes-là russes avaient quand même pu participer aux Jeux olympiques de Beijing. Et donc, ils avaient les médailles qu'ils avaient remportées, c'était leurs médailles à eux. Donc, tout ça fait qu'en Europe, le pays ou le continent qui a toujours dit qu'ils ont des valeurs, notamment des valeurs de liberté d'expression, les valeurs qui se sont targuées d'être des États de droit, c'est-à-dire où on respecte les droits des individus, où on respecte les droits des États, eh bien, on fait des amalgames, on veut absolument isoler les Russes, isoler non seulement la Russie, mais tous les Russes. Alors que les Russes, on le sait très bien, ne sont pas tous des hommes politiques, ne sont pas tous des fidèles supporters de Vladimir Poutine, même si on le sait, tous les sondages disent que depuis le début de la guerre contre l'Ukraine le 24 février dernier, si tu veux, le taux de popularité de Vladimir Poutine en Russie reste extrêmement élevé. Les derniers sondages le donnent aux alentours de 76% de soutien. Donc ça, évidemment, le fait aussi qu'il est jusqu'à présent soit parvenu à endiguer les effets des sanctions internationales, parce qu'il faut dire la vérité, les sanctions internationales n'ont pas les effets escomptés, parce qu'à chaque fois, il est parvenu jusqu'à présent à contourner ces sanctions-là. Et en plus, lors d'un discours devant la Douma, c'était il y a à peu près un mois, il avait déjà expliqué aux députés russes qu'ils devaient s'attendre à ce qu'il y ait une guerre longue. Parce qu'eux, ils se sont déjà préparés en conséquence. Ils savaient qu'il devait avoir des sanctions plus importantes et qu'il leur fallait donc un certain temps pour que, évidemment, les Européens, eux, s'essoufflent. Parce que les Européens sont plus dépendants des Russes sur le plan économique. Et donc, par contre, ce à quoi ils ne s'étaient pas attendus du tout, c'est le soutien massif financier et militaire des Européens et des Américains à l'endroit de l'Ukraine. Ils pensaient plutôt qu'en envahissant rapidement l'Ukraine, si tu veux, en détruisant tout l'arsenal de défense de ce pays-là, cela allait contraindre les Occidentaux à venir le plus rapidement possible sur la table des négociations et à rediscuter du statut de l'Ukraine. Or, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que les Occidentaux ont plutôt continué à soutenir l'Ukraine, à le pousser à combattre, et pour cela, ils ont continué à financer allègrement et continuent, puisque dernièrement, l'Union européenne a dit que 2 milliards d'euros avaient encore été trouvés pour soutenir la guerre en Ukraine. Les États-Unis avaient fait voter par le Congrès une aide exceptionnelle de 40 milliards de dollars, dont 20 milliards de dollars seraient destinés à l'achat d'armes. Et il faut que les gens sachent,
en dépit de toute la propagande occidentale qui est faite sur le terrain, eh bien on le voit, les résultats ne sont pas ceux que l'on espérait. C'est vrai que les Russes ont subi un revers, mais c'est parce que évidemment il y a eu des armes de pointe qui ont été livrées par les Occidentaux, et on le sait depuis 2014. On sait que les Américains, les Canadiens et les Britanniques sont en Ukraine et ils forment des militaires ukrainiens. Donc les armes qu'ils avaient reçues après le 24 février, eh bien, ces armes-là ont permis de ralentir l'avancée des Russes, mais depuis lors, les Russes ont totalement revu leur stratégie et ils sont en train de reprendre petit à petit du terrain. La ville de Mariupol est tombée et donc ça veut dire qu'ils contrôlent actuellement tous les accès maritimes de l'Ukraine, aussi bien les accès sur la mer d'Azov que celle sur la mer Noire. Et aujourd'hui, ils sont en train de tenter de faire la jonction pour avoir géré tout le sud de l'Ukraine, depuis Mariupol jusqu'à la ville d'Odessa et à monter jusqu'en Transnistrie, qui est la région séparatiste de Moldavie, qui est pro-russe. Donc, à partir de là, ils pourraient donc ils pourraient en quelque sorte contrôler plus d'un tiers du territoire. Ils auraient, on le sait déjà, les Russes n'ont pas l'intention d'aller vers l'ouest de l'Ukraine, ça ne les intéresse pas, mais ils auront déjà, si tu veux, sécurisé toutes les zones russophones depuis le Donbass jusqu'en Transnistrie, et ça, ce serait véritablement une victoire éclatante pour Vladimir Poutine, et ce serait quelque chose qui pourrait conforter son pouvoir, parce que lorsqu'il va se retourner vers la Douma pour dire que voilà, j'ai sauvé les populations, toutes les populations russes qui sont à la frontière de la Russie, depuis la Transnistrie jusqu'à Mariupol, et donc par conséquent, j'ai fait le job, quoi, en quelque sorte. Que ce soit les Russes de Russie ou les Russes d'ailleurs, j'ai fait le job, j'ai veillé à ce que ces populations-là soient protégées. Et c'est ça, véritablement, la grande victoire à présent de Vladimir Poutine. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur le 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.